Et d'abord, il faut déplorer les dégâts qui ont été causés, n'est-ce pas, et par des constructions anarchiques. Et également, je rends hommage, n'est-ce pas, à notre confrère Kourouma qui a perdu l'âme en tentant de sauver donc ses compatriotes. Également à tous les secouristes qui sont intervenus donc pour apporter donc secours aux citoyens ici. Maintenant, en parlant donc de la responsabilité ici, de ce qui devrait être fait ou ce qui a été fait, il faut dire que la responsabilité d'abord incombe, n'est-ce pas, aux personnes. Juridiquement, la responsabilité donc incombe aux personnes. Parce qu'en la matière, il y a eu à la base, d'abord, avant qu'on établisse les rapports, mais d'abord il faut préciser qu'il s'agit d'abord d'une catastrophe naturelle. Une catastrophe naturelle dans la mesure où c'est intervenu indépendamment de la volonté de toute personne. Donc c'est un fait naturel. Et en la matière... Oui, mais on dit que c'est un fait naturel qui a été occasionné aussi par la main de l'homme. Le ministre parle d'agression contre la nature. Exactement, oui. Quand on parle donc d'agression contre la nature, ce qui voudrait dire que la nature donc c'est retourné contre les personnes donc, qui l'ont agressé. Ce qui veut dire, c'est là, en fait, l'intervention du ministre sous-tend qu'il y a eu violation des règles donc, de construction. Ceci étant, lorsque cela est constaté, le code en République de Guinée, il y a un code qui a été adopté en 2015, donc portant code de la construction et de l'habitation. Ce code prévoit donc des sanctions lorsque cela est constaté. Donc, avant de procéder à toute construction, il faut obligatoirement avoir ce qu'on appelle un permis de construire. Le permis de construire donc qui est délivré par le ministère qu'on appelle en charge de la construction. Actuellement, on parle donc du ministère de l'aménagement du territoire et voilà, donc et de récupération donc des domaines de l'État, ainsi de suite. Ça dépend de la personne. Mais le code parle ici donc des ministères en charge de la construction. Ces ministères-là ont l'obligation de procéder en cas de constatation, n'est-ce pas, à la destruction. C'est la sanction qui est prévue. À la destruction, n'est-ce pas, donc des édifices qui sont construits sans que les maîtres d'ouvrage n'aient obtenu ce qu'on appelle un permis de construction. Donc l'obtention d'un on a besoin d'un permis de construction pour toute construction. Mais comment se fait-il alors que les gens aient construit au niveau des rivières, qu'ils ont bloqué les canaux d'évacuation de l'eau au vu de tout le monde? Quelle est la part de responsabilité donc de l'État dans cette affaire, puisque vous avez parlé de celle de la population? Exactement. Quelle est la part de responsabilité de l'État? La part de la responsabilité ici donc de l'État, ici, il faut qu'en matière de construction est limitée. Le service ici, ce qui est comme à l'État, c'est de permettre de prendre, n'est-ce pas, mettre en œuvre les services compétents. Ces services compétents procèdent donc à la délivrance donc de ces permis. Mais si, n'est-ce pas, il y a constatation, l'État a l'obligation qui est comme à l'État, c'est de sanctionner. L'État ne part pas chercher des citoyens pour les dire venez prendre vos permis de construction. Mais si vous construisez à l'insu donc de l'État sans avoir obtenu ici, votre responsabilité d'abord, c'est la responsabilité de la personne, donc du maître d'ouvrage. Techniquement parlant, pas donc du maître d'ouvrage. C'est sa responsabilité qui est engagée premièrement. Et sa responsabilité premièrement donc c'est d'abord le paiement d'une amende qui peut aller de 500 000 jusqu'à 10 millions, ça dépend donc de là. Et lorsque c'est par exemple, n'est-ce pas, sur des zones telles que des zones commerciales et autres là, donc qui reçoivent du public, l'amende peut aller jusqu'à 20 millions de francs guinéens ici. Mais puisque votre réponse ici, c'est des fois, la responsabilité de l'État c'est quoi? La responsabilité ici, donc de l'État, disons en quelque sorte, c'est une responsabilité morale. Est-ce qu'on peut parler de la responsabilité sans faute de l'État? En fait, en la matière, on ne peut pas parler donc de la responsabilité sans faute de l'administration. L'autre question que je veux te poser, c'est, procureur Diané, c'est par rapport à toutes ces personnes qui ont été victimes et qui n'ont pas construit, qui n'ont pas obstrué les canaux d'évacuation d'eau, qui ont construit correctement dans les zones demandées, qui ont eu des permis. Est-ce que ces personnes-là peuvent porter plainte, soit contre l'État, soit contre ceux qui ont obstrué les passages, les canaux d'évacuation de l'eau? Alors, juridiquement parlant, les personnes qui ont obstrué donc la voie donc, de l'eau, n'est-ce pas, peuvent faire l'objet donc de poursuites sur la base donc de la responsabilité civile. Cette responsabilité, parce que vous savez, en la matière, il y a une règle générale. En fait, c'est un principe qui dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Donc, si vous avez obstrué donc la voie qu'on appelle à l'eau, et que par contre, il y a qu'on appelle en retour, ça crée donc des inondations, donc ça crée des problèmes qui ont causé donc des dommages, des préjudices aux citoyens. Donc, ceux-ci sont en même endroit
de se retourner contre vous, donc engagez votre responsabilité civile. C'est ce qui est, donc dans le cas d'espèce, c'est ce qui est loisible, c'est ce qui est plausible et c'est ce qui peut donc entraîner donc peut-être comment je vais appeler cela avant, c'est-à-dire c'est une manière donc d'interpeller les citoyens. C'est une procédure donc dissuasive pour dire que ici nous ne sommes pas dans l'anarchie où vous pouvez vous lever pour aller faire une obstruction donc à la voie publique, où vous pouvez construire n'importe où vous voulez. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc si vous agissez de la sorte, et les citoyens qui sont vos victimes peuvent se retourner contre vous donc pour engager votre responsabilité personnelle. Alors l'autre question que je souhaiterais vous poser, procureur Diané, rapidement, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que l'État doit faire juridiquement? Est-ce que, parce qu'on a entendu quand même le ministre Mori demander à ce que les gens libèrent les emprises qu'ils ont illégalement occupées, mais est-ce que l'État doit venir en aide à ces personnes ou est-ce que l'État doit les déguerpir? Qu'est-ce que la loi dit? Très bien. Une question intéressante. D'abord, il faut catégoriser. Les personnes qui ont été victimes, en fait, ont été victimes donc de la violation des règles de droit. Ce qui veut dire que, d'une part, ceux-ci-là méritent d'être, n'est-ce pas, l'État a le droit, devoir même, je dirais, d'apporter donc de l'assistance nécessaire donc aux personnes victimes. Mais de l'autre côté, les personnes qui ont occupé, il n'a même pas besoin d'interpeller aujourd'hui les citoyens pour dire que, n'est-ce pas, venir sensibiliser ou quoi que ce soit. Le code est clair là-dessus. Lorsque vous construisez donc anarchiquement, l'obligation qui incombe à l'État, la responsabilité qui incombe à l'État, c'est de retourner contre vous, procéder à la démolition pure et simple, sans mesure d'indemnisation et sans mesure de recasement, quoi que ce soit. Il suffit juste de procéder à un déguerpissement. Le ministre n'a même pas besoin, n'est-ce pas, de porter un gant de velours donc pour dire qu'il faut venir sensibiliser. L'air n'est plus la question. Des personnes ont perdu des vies, ont perdu des biens matériels, des investissements importants. Donc ce n'est plus, moi je ne pense plus qu'il n'y a même plus question de dire qu'il faut, c'est de procéder à la démolition pure et simple. Ça serait une application juste de la loi. C'est ce que la loi prévoit. Il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent sur un fait. C'est qu'on a une structure qui gère les catastrophes. Oui. Est-ce qu'on a une structure qui prévoit les catastrophes de ce genre et est-ce qu'on devrait les avoir? Absolument, oui. Si on ne les a pas. Il faut dire qu'il y a deux choses. Il y a en amont et en aval. En République de Guinée, vous avez le ministère de l'Environnement. Au sein du ministère de l'Environnement, n'est-ce pas, il y a la direction qui est chargée donc des catastrophes naturelles et technologiques. Maintenant, cette direction, n'est-ce pas, a l'obligation de prévenir. Vous avez par exemple le service de météorologie, normalement, qui est compétent, n'est-ce pas, pour alerter ces genres de situations, pour dire que attention, n'est-ce pas, dans 2 ou 3 jours, il peut y avoir une averse, donc probablement, en fait, qui peut mesurer même la quantité d'eau qui peut donc être déversée. Donc vous voyez souvent en France, aux États-Unis, donc il y a des alertes précoces. Donc, qui informe des citoyens pour dire qu'attention, il peut y avoir, il y a le risque d'inondation élevé, restez chez vous. C'est probable qu'il y ait inondation donc, à la survenance donc, de cette grandiose pluie. C'est possible. Donc, au ministère de l'Environnement, je disais, donc, il y a un service qui est compétent, donc qui a la compétence préventive. La compétence préventive, donc, qui veut dire qu'administrer, c'est anticiper. Donc, qui anticipe, qui alerte, qui informe donc les citoyens. Il y a ce service qui est logé auprès du ministère donc, de l'Environnement. D'ailleurs, il faut rappeler que c'est une innovation donc, du Code de l'Environnement de 2019. Maintenant, en aval, il y a une agence qui est créée au ministère donc, de l'Administration qui est appelée Agence nationale, n'est-ce pas, de gestion des urgences et des catastrophes humanitaires. Cette agence-là intervient donc en aval. Ça veut dire que lorsque les catastrophes sont donc commises, s'ils peuvent nous appeler le procureur Balamoussa qui essaie de nous joindre, ce serait bien. Donc, du côté si les catastrophes sont commises, ceux-ci-là, n'est-ce pas, ont l'obligation d'intervenir pour apporter donc l'assistance aux personnes victimes des catastrophes naturelles. Ça peut être donc les inondations, les tremblements de terre, également aussi des catastrophes qui sont liées aux exploitations industrielles. Donc, tout ce qui est d'ordre humanitaire, donc cette agence-là peut intervenir ou doit intervenir donc pour apporter le secours nécessaire aux personnes qui ont été victimes. Oui, allez-y, voilà. Procureur. Donc, c'est cela. Donc, ce qui veut dire qu'il doit y avoir une jonction, il doit y avoir donc une relation en avant et aval. Il doit y avoir une relation entre le département du ministère de l'Environnement, donc qui doit prévenir, et le ministère donc de l'Administration,
qui doit secourir. Donc ce sont la matière. Et cela s'ajoute donc le service de météorologie qui a un rôle prépondérant à la matière. Parce que, n'est-ce pas, c'est ce service qui gère toute question qui relève d'ordre météorologique. Oui, et donc les pluies et autres relèvent donc d'ordre aujourd'hui, alors météorologique. pourquoi personne ne l'a vu venir? S'il y a un service qui doit prévenir, pourquoi personne n'a vu venir cette catastrophe? Absolument. Donc ce qui remet en cause le dysfonctionnement donc, de ces services-là. Donc ça relève que le service n'a pas été compétent, donc a failli, sinon en pareille circonstance, lorsque les outils nécessaires sont disponibles, sont en mesure donc d'alerter les citoyens pour dire qu'il y a donc probabilité d'inondation dans telle zone, et les évacuations peuvent, n'est-ce pas, être procédées avant que donc le mal n'arrive. Alors on va aller, on a le procureur Balamoussa Konaté en direct. Bonjour monsieur le procureur. Bonjour à vous, monsieur le procureur. Bonjour à votre co-débatteur, procureur lui aussi. Je salue votre grand média et tous les auditeurs. On est malheureusement pris par le temps. On va aller rapidement avec vous. Dites-nous, de votre œil d'ingénieur, pourquoi il y a eu ces inondations? Est-ce que le plan de lotissement n'est pas respecté ou n'est pas correctement fait du côté de Koya? Et il y a effectivement tout de cela, mais laissez-moi vous dire qu'on s'alarme. En principe, on ne devrait pas s'alarmer. Ah bon? C'est clair et net que tout le monde sait que Conakry est une zone climatiquement très pluvieuse. Quand il n'y a pas beaucoup de pluie, on doit même s'en inquiéter. Et vous vous rendez compte qu'à l'intérieur du pays, là où on fait la culture, beaucoup de zones ne sont pas encore bien servies en matière d'eau. Cela veut dire que quand ça ne va pas ici, les autres vont ressentir. Donc, quand il y a des pluies maintenant, et on trouve que ça c'est anormal, je ne suis pas d'accord. Il pleut moins à Conakry qu'il y a 40 ans, 50 ans. D'accord. Alors, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a des problèmes? Le jeune procureur a brossé beaucoup de choses, je le félicite, parce qu'il a fait cas des responsabilités techniques. Mais, ça dit que, bon, maintenant on va jusqu'à Koya. Mais, vous savez qu'il n'y a pas longtemps qu'on a lancé ce qu'on appelle un plan, un schéma directeur, c'est-à-dire que d'aménagement du Grand Conakry, c'est-à-dire sur le plan de l'urbanisme, sur le plan urbanistique, on a lancé un plan d'aménagement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons avoir un regard très pointu sur tout ce qui est de l'aspect urbanistique à travers Grand Conakry. Qu'on ne soit pas surpris. Quand on dit cela, ça veut dire que beaucoup de services techniques sont impliqués. Est-ce que ça veut dire que le travail n'a pas été correctement fait? Mais justement, c'est ce que je dis. Mais à qui la faute? Je suis en train. Mais d'abord, l'État. D'accord. Principalement, c'est l'État, il faut reconnaître. Quand on dit l'État, ne prenez pas l'État aujourd'hui. L'État, dans toute son histoire, c'est-à-dire que c'est de façon chronologique. Vous avez vu ce qu'il y a? C'est que le ministère, au niveau du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, il y a un service qui s'appelle DATU. Ça veut dire Direction nationale de l'aménagement du territoire urbain. Aménagement du territoire humain. Et il y a un autre service qui s'appelle DACLO. Direction nationale de l'architecture, de la construction et des logements. Quand vous prenez ça, cela veut dire que quand vous définissez globalement ce que c'est que l'urbanisme, qui veut dire en termes clairs, c'est-à-dire toutes les mesures qu'il faut prendre sur le plan administratif, sur le plan esthétique, sur le plan technique, sur le plan fonctionnel, en vue d'aménager une ville et son alentour, cela veut dire que nous devons savoir que quand il y a la ville, quand on trouve la nature, on doit la laisser. Il y a des zones naturelles qu'il faut laisser, des zones boisées, des zones, des points d'eau, même les petits cours d'eau là qui commencent à disparaître un peu partout à Conakry là. Ce n'est pas normal. La régulation naturelle fait que si on ne prend pas garde, les gens vont même construire jusque dans ces points d'eau là. Maintenant, quand l'eau est asphyxiée, et dans notre langage, il y a un terme qu'on appelle coefficient de ruissellement. C'est-à-dire, plus la pluie tombe, avant c'était le coefficient d'infiltration qui était élevé. Ça veut dire quoi? Quand il y a beaucoup de pluie, beaucoup d'eau rentrait dans le sol, parce que le sol était perméable. Alors, procureur Balamoussa, l'autre question que je voudrais vous poser, c'est
les zones n'ont pas été définies et viabilisées par les autorités comme ça se passe dans les pays organisés? Écoutez, quand vous regardez dans les textes, sur les plans, tout paraît bien. Mais sur le terrain, la pratique est autre chose. La preuve, quand on dit permis de construire, on se limite simplement au plan du bâtiment, etc., etc. Mais on ne va pas jusqu'à suivre le projet en matière du sol, comme on voit souvent les effondrements, même la qualité du matériau. Ils font avec les règles de l'art. Il faudrait que les inspecteurs des services de l'habitat et l'urbanisme suivent tout, surtout dans les communes. Mais on se limite seulement au bâtiment. Mais comment les gens, même quand vous mettez les bornes pour les gens, Dernière question. Permettez-moi, la question est importante. Allez-y rapidement. Quand on dit les bornes, quand on installe les bornes, pas forcément qu'on doit construire sur sa borne par rapport à la rue. On doit faire une marge de recul peut-être de 50 cm, de 1 mètre. Mais vous allez voir que les gens, non seulement ils ne construisent pas sur les bornes, ils rentrent même dans le domaine qu'on appelle rue de 10 mètres, 20 mètres. Donc même quand les TPV vont venir pour construire des routes, alors ils trouvent c'est-à-dire une forme zigzag comme ça là. Des fois c'est 10 mètres, des fois c'est 8 mètres, ils doivent faire avec ça. Donc les gens construisent n'importe comment. Chacun peut disposer de son terrain tel qu'il veut. On ne laisse pas le passage d'eau, on ne place rien. Mais quand vous êtes surpris... Alors concrètement, on est pris par le temps, on n'a pas le choix. Toute dernière question, mais vraiment rapidement, qu'est-ce qu'il faut pour éviter de telles calamités? C'est tout ce que j'étais en train de vous dire là qu'il faut éviter. Il faut se mettre dans la normalité. L'État doit jouer son travail et les populations doivent savoir que si elles ne respectent pas les lois dictées par les services compétents, les victimes, ce sont elles-mêmes. Les bâtiments qui tombent là, ce ne sont pas les bâtiments de l'État, ce sont les bâtiments des populations. Il faudrait donc que l'État, l'exemple vient d'en haut, et vraiment, je vais dire, l'initiative vient d'en haut, et l'exemple soit suivi d'en bas. Tant qu'on n'est pas dans la normalité, sinon, l'eau qui est tombée là, ce n'est pas une eau de trop, on n'est pas dans une crise décennale, on n'est pas dans une catastrophe naturelle, c'est une inondation artificielle, j'ai toujours dit ça. Ce n'est pas une inondation naturelle, ça. Merci beaucoup, procureur. Merci beaucoup, procureur Bala Moussa Konaté. Ça a été un plaisir de vous avoir dans cette émission. Au revoir. Alors, on va ouvrir l'antenne rapidement.